de mai. On a eu un gros retard, un souci. Un souci, c'est pas lié à la technique, mais on était sur le point de démarrer le live. Et puis, tout le dispositif a été bousillé. On ne sait pas trop comment. Vous savez que généralement, on est très à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui aime la ponctualité. Et donc, on était sur le point de démarrer le live à 10 minutes avant. Et puis, tout le dispositif est tombé. Et puis, on n'avait plus accès au studio, puisque c'est un studio numérique qu'on utilise. Les techniciens ne peuvent plus rien manipuler. Tout est retombé. Et là, on a essayé de faire des gymnastiques. On n'a pas toute la main parce que les autres techniciens ne sont pas encore au studio. Et je ne pouvais pas lancer le live aussi seulement sur TikTok parce qu'il faut projeter des images, ceux qui sont sur YouTube et tout ça. On a essayé de reprendre un peu la main, mais ce n'est pas évident. On a dû réveiller un technicien de cette application-là du côté des États-Unis pour nous guider, mais on n'a pas toute la main. Donc, s'il y a des manquements pendant l'émission, il faut pas nous tenir rigueur. S'il y a des manquements au cours de l'émission, il ne faut pas nous en tenir rigueur. Il y a des gens qui du côté de Lomé là-bas, qui veulent notre peau. Ils sont en train de planifier des scénarios ou des scénarios, comme vous le dites, pour avoir notre peau. Peut-être que c'est eux qui ont lancé une attaque numérique, on n'en sait rien. Je reviendrai sur ce cas tout à l'heure quand on sera vers la pause. Et donc, le live d'aujourd'hui, on a déjà connu 30-35 minutes de retard. On va aller rapidement. Merci à Sassou Koudou pour la chanson d'entrée. Pour ce live-là, on va revenir sur le concours que nous avons, dont nous avons parlé la dernière fois, et on avait disserté autour de ce concours-là de quelques anomalies autour de ce concours-là. On a projeté quelques images des candidats. Il y a eu 2 candidats qui ont apporté des rectifications pour préciser qu'effectivement, ils ont passé ce concours-là, mais pas à Lomé, mais à l'intérieur du pays. Voilà, il y avait les 3 candidats qu'on avait doigtés. Il y a 2 qui ont réagi. Il est important que nous rétablissions les faits. Et donc, il y a deux qui ont réagi parmi les 3 pour dire qu'ils ont effectivement passé le concours, mais à l'intérieur du pays, si on peut voir ce qu'ils ont envoyé comme justificatif au niveau de la technique. Voilà, il y a un, je pense que le nom c'est... je ne vois pas bien le nom. Je pense que c'était le 3e. Voilà son nom. Effectivement, qu'il a passé le concours. Voilà, c'est Monsieur Bakbazim. Voilà. Donc, qu'il a passé le concours. Voilà. Donc, on tient à rectifier tout ça pour que tout le monde soit quitte. Voilà. Donc, il a passé le concours, mais à l'intérieur du pays. Tout à fait. Et puis, une deuxième personne aussi, qui a aussi envoyé aussi un élément qu'on doit projeter aussi, qu'on doit projeter. Il y a la deuxième personne. Et si vous permettez, la technique, ne nous tenez pas rigueur, hein. On va aller mollo parce que c'est très compliqué aujourd'hui avec ce qui vient de se passer. On a perdu totalement la main. J'ai au moins 4 techniciens qui m'accompagnent dans le live, mais là, eux-mêmes, ils ont été surpris par la virulence même de ce qui s'est passé. Oui, on peut passer à la deuxième fiche du côté de la technique. Il y a une deuxième personne, deuxième fiche aussi. Oui, il y a une deuxième fiche. Ouais, ok, il y a une deuxième fiche aussi qui a été envoyée, seulement avec les difficultés de la technique. Ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'on le projettera au niveau de l'autre aspect. Voilà. Donc, on tenait à rectifier tout ça et puis à dire à nos amis qui ont envoyé les rectificatifs de présenter nos excuses. Voilà. Donc, ça arrive parfois. Et donc, je pense que l'incident là est clos. Voilà.
Et on va parler, on va aller en haute mer, pour parler des navires fantômes. Vous savez, le Togo est toujours cité dans les activités un peu fantomatiques, là, les activités criminelles sur le plan international. Nous avons cédé nos pavillons à plusieurs groupes d'individus peu recommandables, hein, le pavillon togolais, qui se servent de ce pavillon pour mener des activités peu recommandables, trafic de drogue, trafic de migrants, trafic d'armes, trafic de pétrole, bateaux sous sanctions internationales. Et donc, hier, il y a un bateau togolais qui est battant pavillon togolais, hein, c'est important les mots, battant pavillon togolais, qui s'appelle Eureka, qui a été saisi par des rebelles yéménites au large dans le golfe d'Aden. Et ce bateau-là est un bateau fantôme, hein, battant pavillon togolais, qui acheminait des produits raffinés et qui a été arraisonné, qui a été pris comment c'est ça, qui a été piraté, qui a été arrêté par des pirates et qui a été drainé vers les côtes somaliennes. Donc, c'est une actualité qui est sur notre site Internet. Et cela pose encore le problème des activités criminelles dans lesquelles on cite toujours le Togo. Et vous savez qu'à la direction maritime là-bas, ils ont vendu le pavillon togolais à plusieurs armateurs, des gens qui ne se souviennent même plus de quel pays qu'on appelle le Togo, et c'est la Grèce. Ils ont délocalisé ce business-là en Grèce, et c'est une société en Grèce à qui ils ont sous-traité la vente des pavillons togolais. Les Togolais prennent juste leur part d'argent et puis ils laissent les bateaux faire n'importe quoi en haute mer. J'ai une base de données dans laquelle il y a tous les bateaux battant pavillon togolais. Il y a une longue base de données, je l'ai même parcouru il y a quelques jours, et vous retrouverez dans cette base de données toutes les autorisations que le Togo a accordées à des gens, à des individus peu recommandables pour utiliser le pavillon togolais à des fins, à des activités peu recommandables. Donc, c'était hier que ça s'est passé. Donc, vous pouvez lire l'article sur notre site Internet. www.l'alternative.info. Alors, comme nous sommes en retard, on va aller très vite. On va retourner au Mali. Avant de revenir au Togo. Alors, pour le cas du Mali, je vais aller très posément pour le cas du Mali, parce que le cas du Mali a des liens avec le Togo. Et il faut qu'on en parle. Et vous savez, vous connaissez ma position par rapport à ces histoires-là, les coups d'État, tout ce qui se passe dans la région. Vous connaissez depuis longtemps ma position, elle n'a pas changé. Et je ne suis pas un journaliste qui suit la foule, je suis un journaliste qui fait des analyses à partir des éléments factuels. Alors, la semaine dernière, nous étions ici quand il y a eu cette attaque-là des barbus ou des djihadistes au Mali. Et après, il nous a été annoncé l'assassinat du ministre de la Défense, donc M. Sadio Kamara. Maintenant que les émotions sont passées, on est sorti de ce brouhaha, ce déferlement d'informations de plusieurs canaux. Le temps est à la réflexion pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hier, j'étais dans un live, le live de nos deux jeunes frères d'Itri, et on faisait des hypothèses. Chacun essayait de dérouler des hypothèses par rapport à l'assassinat de ce ministre-là, qui est le ministre de la Défense. Alors, la première hypothèse, que tout individu lucide, intelligent, et actuellement, tous les Maliens, la plupart des Maliens sont en train aussi de dérouler les hypothèses. La plupart des autorités maliennes vivent à Kati. Ils ne vivent pas à Bamako, ils vivent à Kati. Kati, c'est 15 ou 20 km de Bamako. C'est leur quartier général. C'est une forteresse parce que c'est un pays en guerre. Eux tous vivent là-bas avec leurs épouses, leurs amis, les officiers. Eux tous vivent là-bas. Et c'est une forteresse qu'on peut dire imprenable. Parce que quand vous êtes dans un pays en guerre
et que vous-même, votre vie peut être menacée à tout moment, vous savez prévenir les attaques. Donc, la plupart des officiers qui sont au niveau du Mali, ils vivent à Kati. Kati qui est une forteresse. Le mot a un sens. C'est une forteresse. C'est-à-dire, c'est un endroit hyper sécurisé avec des checkpoints, avec un dispositif militaire assez impressionnant, beaucoup d'armes, des chars d'assaut qui sont dans les rues, des toolsets qui sont positionnés sur les types et tout ça. Donc, c'est un dispositif impressionnant. Alors, la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a eu une attaque djihadiste sur Kati? Oui, il y a eu une attaque. Mais comment se fait-il que, malgré le dispositif sécuritaire, malgré malgré le dispositif sécuritaire, malgré cette forteresse, le ministre de la Défense a été aussi facilement tué? Est-ce que le ministre a été tué par un véhicule kamikaze ou bien les gens ont profité de l'attaque pour faire des règlements entre eux? Ce sont des hypothèses, des hypothèses de journalistes. On va arriver quelque part, vous allez comprendre pourquoi on pose ces hypothèses-là. Si c'est un véhicule kamikaze qui a été lancé contre le domicile du ministre, qui lui aussi habite autour d'autres barons, est-ce que le véhicule a franchi plusieurs barrières? Combien de barrières le véhicule a franchi avant d'aller atteindre le domicile du ministre? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans la zone? Les djihadistes qui sont venus par dizaines ou par centaines, comme on l'a dit, ils ont traversé combien de localités pour arriver jusqu'à Kati? Qui a pu prévenir? Qui a pu donner l'alerte? Est-ce que les gens les ont vus venir? Parce que les djihadistes, ils avancent en moto. Kati, ce n'est pas une brousse, ce n'est pas une forêt où les gens se cachent dans la forêt et puis ils attaquent par surprise. Ils ont traversé des agglomérations jusqu'à venir attaquer le quartier général où vivent les militaires. Est-ce que quelqu'un les a vus venir? Si quelqu'un les a vus venir, est-ce qu'ils ont lancé une alerte? Pourquoi on pose ce genre de questions? On pose ce genre de questions parce que je vous avais dit ici que les militaires, quand ils font des coups d'État, après, ils se bagarrent entre eux. Ils se bagarrent entre eux, même les civils, c'est pareil, ils se bagarrent entre eux, et à un moment donné, il se passe des choses que personne ne maîtrise. Et justement, le ministre de la Défense qui est décédé, qui est le numéro 2 de ce groupe-là, parce que ceux qui dirigent le Mali, c'est 5 colonels, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'expression, c'est une pentarchie. Genre, vous voyez, on a un triumvirat, on a un quartio, on a un duo. Là, c'est une pentarchie. Une pentarchie, c'est une expression grecque qui veut dire un système de gouvernance dont la souveraineté se trouve aux mains de 5 personnes. C'est une expression religieuse qui remonte, je pense, au VIe siècle avec l'empereur Justinien. Est lié à l'Église. L'Église avec les 5 patriarcats. Bon, ça, j'ouvre un peu la parenthèse pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la religion. Pour les 5 patriarcats, vous pouvez vous renseigner. Donc, c'est une espèce de pentarchie, c'est-à-dire c'est un système qui se repose sur 5 personnes, qui se trouve dans les mains de 5 personnes. Donc, il y a Assimi Goïta, qui est le premier patron. Il y a le ministre de la Défense, Sadio Camara, qui est le deuxième patron. Il y a le chef des renseignements, Modibo Kone, qui est le troisième patron. Et il y a le quatrième, il y a le cinquième. Donc, ils étaient les 5 colonels, et puis après, ils sont devenus les 5 généraux. Donc, c'est une pentarchie. Mais il s'est fait que dans la gouvernance, au niveau de ce groupe-là, il y a eu des dissensions entre le numéro 1 et le numéro 2. Et ces dissensions-là étaient liées à plusieurs facteurs. Et nous savons que le numéro 2, et c'est factuel, c'est l'architecte de l'arrivée de la Russie dans cette zone-là, parce qu'il a fait sa formation en Russie, il parle le russe, et c'est quelqu'un de très bien formé, et puis bon, c'est l'homme de confiance des Russes. Donc c'est lui qui, par son intermédiaire, que les Russes sont venus au Mali à travers Wagner, et puis maintenant Africa Corps. Et ces Russes-là, ils sont à la fois sur le terrain en tant qu'instructeurs, mais ils sont aussi dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta, en tout cas quand ils étaient venus. Entre-temps, quand des dissensions sont apparues entre le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 3
était du côté du numéro 1 contre le numéro 2. Donc, le numéro 3, c'est le chef des renseignements. Donc, au fil du temps, ils ont essayé d'affaiblir le numéro 2, donc Sadio Camara. Ils ont arrêté plusieurs de ses amis à travers des histoires de coups d'État. Donc, ils sont en prison. Les Dembélé, les Lema Sangara, tout ça, ce sont ces gars. Et on a créé une espèce de ministère de la défense parallèle, qu'on appelle le Conseil national de la défense à la présidence, où on prend les décisions. Et lui, il a commencé par protester. Et quand les dissensions ont commencé par s'installer, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti les Russes de la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils sont allés chercher les Turcs avec Modibo Koné. Je pense qu'il y a les Togolais aussi en savent quelque chose. Donc, ils ont amené les Turcs pour mettre dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils ont sorti les Russes qui sont, en tout cas, les gens de Sadio Camara. Donc, ça, c'est le numéro 3. Il semble qu'il est blessé, mais personne n'a aucune assurance. On dit qu'il est rentré chez lui. Et donc, et ça, c'est la première dissension. Donc, on a fait venir les Turcs et l'autre n'était pas très content que les Turcs soient arrivés parce que lui, il est pro-russe. Et donc, on a éloigné les Russes de la sécurité rapprochée d'Assimi Goïta. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau même de la gestion du pays. Il y a une dame qui était au cœur aussi des malentendus entre eux, cette dame qui est partie de rien du tout, qui est très, très, très proche de Assimi Goïta, vous comprenez ce que je veux dire, qui est sortie de nulle part et qui a commencé par avoir des pouvoirs très, très importants, notamment les mines d'or, la vente de l'or à Dubaï, en passant par la Turquie et tout ça. Et cette dame a commencé par devenir une personne centrale dans les commandes d'armes, ce qui agaçait le ministre de la Défense, qui se dit, mais cette dame ne connaît rien des armes, pourquoi c'est elle qui doit être au cœur de tout le dispositif sécuritaire, aller commander des armes, tout ça. C'est factuel, vous pouvez aller vérifier ça au niveau de tous les confrères du Mali. C'est factuel, c'est des informations qui étaient sur la place publique depuis. Et donc, cette dame-là, qui s'appelle Batouli Niane, qui, avant le coup d'État, n'était pas connue, assez connue au Mali, elle n'était personne. Elle était mariée à un type avant, après elle a quitté le monsieur et elle s'est rapprochée des officiers. Et je vais vous montrer comment cette dame a évolué. Avant que les militaires n'arrivent, si on peut voir l'autre photo de la dame, ça c'est cette dame, c'est sa photo actuelle, et ça c'est la dame. Et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle est devenue après quand les militaires sont arrivés au pouvoir, quand elle s'est rapprochée des militaires. Donc ça, c'est l'évolution corporelle de la dame, donc que vous voyez à l'écran. Et donc, cette dame était au cœur aussi des dissensions qui s'installaient entre eux au niveau des officiers là-bas au Mali. Et donc, alors, comment se fait-il que dans cette attaque-là, telle qu'on l'a décrite d'envergure, c'est le ministre de la Défense qui était plus ou moins en bisbille avec le numéro 1, qui meurt subitement. Comment se fait-il que c'est lui? Comment se fait-il que c'est lui qui meurt? Et puis quand on dit qu'il a été sauté par, sa maison a été sautée par une voiture kamikaze, en termes d'enquête et tout ça, personne n'a vu, c'est pas une carcasse de voiture, les lieux n'ont pas été sécurisés, il n'y a pas eu de police scientifique qui a collecté des éléments qui servent à faire une enquête. Tout ça constitue plus ou moins quelque chose d'assez flou qui s'est passé avec la mort de ce monsieur-là. Alors, au niveau des Maliens lucides, les gens ont commencé par émettre des hypothèses. Et quand vous vous retrouvez à la tête d'un pays avec 5 personnes qui commandent, à un moment donné, il y a des intérêts, il y a des clans, il y a des gens qui essaient de se piétiner et le pire peut arriver. Alors, au Togo, dans les années 93, il y a eu une attaque du camp RT par des gens qui sont venus du Ghana et qui ont réussi à contourner le dispositif de sécurité pour attaquer le RT. Mais quand ces gens ont attaqué le RT, après, il y a eu plusieurs officiers qui ont été tués, dont Amei, Tépé, Akpo, tout ça là.
Et quand vous approchez les militaires togolais, il y a des gens qui vous diront, effectivement, il y a eu une attaque, mais on a l'impression qu'on en a profité pour liquider quelques officiers qui, à un moment donné, il y a des gens n'en voulaient plus. Et donc, ces gens-là, leur mort a été mis sous le dos des assaillants qui sont venus de l'extérieur. C'est un mode opératoire qu'on connaît. Maintenant, là où c'est intéressant, pourquoi j'en parle et c'est intéressant, et c'est cette partie que je voulais développer. On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas trop entendu le Togo. Mais je m'en vais poser une question aux autorités togolaises. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des troupes au Mali? Est-ce qu'à l'heure où je parle, est-ce que le Togo a des troupes au Mali? Dans l'entourage immédiat d'Assimi Goïta. Est-ce qu'à l'heure où nous faisons cette émission-là, est-ce que le Togo a quelques soldats au Mali? À l'heure où nous parlons, est-ce qu'on a des soldats au Mali? Et si on a des soldats au Mali, c'est des hypothèses, c'est des questions que je pose. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Est-ce qu'il y a un accord militaire qui lie le Togo et le gouvernement malien? Et s'il y a des soldats togolais qui sont dans l'entourage immédiat de Assimi Goïta avec les Turcs, qu'est-ce qu'ils font au Mali? Ils font de la formation ou bien ils font dans la garde rapprochée du premier responsable du Mali? Où se trouve à l'heure actuelle le lieutenant-colonel Tchamien, Sommier, dit et Adema? C'était le patron du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste qui est logé à l'aéroport. Il est où actuellement? Il est en mission où? Est-ce qu'on peut clarifier l'opinion? Il est en mission où? Et tout le monde connaît la carrière de cet officier-là. Son père était majordome de Yadema. Il a fait les FOFAT, il était avec Pacha, il a balancé Pacha, et puis après, on lui a fait la promotion. Il est devenu le patron des Chilat. Ils ont participé à réprimer les gens à Lomé pendant les manifestations. Il est connu pour être quelqu'un de très, 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 très répressif, sanguinaire. Et après, il a un peu disparu. Mais il est où actuellement? Est-ce qu'il est au Mali? C'est des questions que je pose. S'il est au Mali avec quelques soldats de son unité, l'unité antiterroriste, ils font quoi là-bas? Dans la garde rapprochée d'Assimi Goïta, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ce sont des questions que je laisse à l'appréciation de tous les Togolais. Ceux qui savent aller chercher les informations. Au Togo, c'est un petit pays. Beaucoup de gens ont de la famille dans l'armée. Vous pouvez aller faire vos propres recherches, faire vos recoupements, interroger vos frères et sœurs, vos familles, vos amis, pour savoir si vous avez des frères qui sont dans l'armée et qui sont actuellement en mission quelque part. Donc, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais je vous donne des clés pour que vous puissiez faire une analyse dépassionnée de la situation et comprendre les enjeux de ce qui est en train de se passer actuellement là-bas. Donc, je suis parti de ces bisbilles entre ces officiers-là, avec la mort assez bizarre du ministre de la Défense, pour arriver à cette histoire de concurrence entre Russes et Turcs. Les mercenaires turcs, c'est la version Wagner de la Turquie, et ils appartiennent au groupe Sadat. Et nous avons déjà écrit des articles sur ce groupe-là sur notre site internet. Si vous retournez sur notre site internet, vous allez voir qu'on a écrit plusieurs articles sur ce groupe turc Sadat. C'est un groupe de mercenariat version Wagner turc. C'est eux qui sont au nord du Togo aussi en partie et qui aident nos autorités à contenir l'avancée des djihadistes. Et c'est une partie de ces groupes-là qui est aussi dans l'entourage aujourd'hui immédiat de Assimi Goïta comme sécurité rapprochée. Alors, est-ce qu'il y a des Togolais là-bas qui sont mélangés à eux? Est-ce que? Donc, chacun peut chercher. Il n'y a pas que nous qui devons apporter les informations. Chacun peut chercher pour voir ce que je dis. Il y a des faisceaux d'informations qui sont vraies ou qui sont faux. Donc, voilà
je laisse la chose comme ça pour que chacun puisse aller chercher. Et dès que vous aurez des informations, cela vous amènera à faire vos analyses de façon lucide et dépassionnée. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, on quitte le Mali, on revient au Togo. Alors, Faure Gnassingbé était au comment ça s'appelle ça? Kirghizistan, voilà. Bon, on l'appelle comme vous voulez. Kirghizistan, voilà. Il était au Kirghizistan. Je ne sais pas si tout le monde arrive à prononcer facilement le nom de ce pays-là. Alors, quand je prends le tableau de bord de Kirghizistan, excusez-moi, hein, sur ce point-là, je suis en train de bégayer un peu. Un instant. Kirghizistan. J'ai pas bien fait l'alphabet à l'école, donc parfois. Alors, je fais un peu le tableau de bord du Kirghizistan. Alors, le Kirghizistan a pour particularité politique, c'est une république qu'on appelle la république kirghize et qui a un cadre démocratique représentatif avec un système présidentiel où le président est le chef de l'État et on a le président du conseil des ministres qui est le chef du gouvernement. Donc, ils ont un PC là-bas. Là-bas, ils ont un PCM, ils ont un président de la République. Donc, ils ont leur Sanvi de Tove là-bas et ils ont leur PCM. Voilà, ça c'est le système politique. Je ne sais pas si ça a évolué, mais c'était le système politique qu'ils avaient. Donc, ils ont leur PC et ils ont leur PCM. Le président de la République plutôt, PR et le PCM. Mais c'est le PR qui a accueilli Faure Gnassingbé. Le Kirghizistan est un pays qui est caractérisé par un développement économique insuffisant, des infrastructures défaillantes, des perspectives d'emploi limitées. Le pays connaît un taux de criminalité élevé, une corruption endémique et un climat d'insécurité patent. Donc ça, c'est le tableau de bord de ce pays d'Asie centrale qui était anciennement une république de l'URSS. Et c'est notre PC qui nous fait découvrir le Kirghizistan. Voilà. Et donc, au lendemain de l'indépendance, ou bien le jour même, le soir même après le meeting et après le défilé, ils sont partis au Kirghizistan et ils nous disent que c'est une visite, voilà, Asie centrale, hein, au niveau de, vous avez le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, vous avez 7 pays qui se terminent par Stan. L'expression Stan, c'est le pays de, c'est comme on dit chez nous, Yaokope, c'est pas Amouzukope, Amouzukondi, quelque chose comme ça. Donc les Stans, c'est genre les copés. C'est comme vous allez en Côte d'Ivoire chez nos frères Baoulé, on dit Yamsokro. Yamsokro, Kro veut dire village en fait. Voilà, Yamsokro, Kwasikro, tout ça là. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc les Stans veut dire pays de, donc Ouzbékistan, pays des Ouzbeks, et Tadjikistan, pays des Tadjiks, donc Afghanistan, pays des, voilà, des Afghans. Donc, ils sont partis au Kirghizistan, qui est au fin fond de l'Asie centrale là-bas, un pays montagneux, et avant de partir, ils nous disent que c'était pour aller nouer des partenariats et tout, ils ont sorti un communiqué. Alors, on va voir comment ils sont partis au Kirghizistan, avec qui ils sont allés là-bas. Donc, ils sont allés là-bas, voilà, Faure est allé là-bas avec 12 ministres, en tout cas ce que j'ai compté, ici c'est 11, mais on va les compter ensemble, hein, avec 12 ministres. Ils disent qu'ils sont allés là-bas pour nouer des partenariats dans plusieurs domaines, hein, pour des échanges économiques, pour ci, pour ça, et tout, et tout, et tout. Le Kirghizistan, c'est un pays qui est très pauvre. Même si nous étions bien gouvernés, on pourrait même leur donner de l'argent parce que nous avons plus de ressources qu'eux n'en ont pas. Donc, on peut ramener l'ancienne photo technique, ramener l'ancienne photo. Donc, ensemble, on va compter les ministres qui étaient de la délégation. Donc, on a un ministre, on a 2,
on a 3, parmi ceux qui sont en train d'applaudir là, hein, les applaudimètres là, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il y a 10, il y a 11. Sur cette photo, ils sont 11. Sur cette photo, ils sont 11, mais sur une autre photo, ils sont 12. Donc, on va voir l'autre photo, la seconde photo. Donc, voilà la seconde photo. Ici, on voit pratiquement qu'ils sont 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, même 13. Ils sont 13. C'est pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la moitié du gouvernement togolais, pratiquement, hein, la moitié du gouvernement togolais, plus les gardes-corps de Fort Gnassingbé, se sont déplacés au Kirghizistan, un pays qui est légèrement un peu plus pauvre que le Togo, parce que dans l'indice humain du développement, le Kirghizistan est 118e et le Togo est autour de 160e. Donc, ils sont légèrement un peu plus pauvres que nous. C'est parce que, bon, ils sont là-bas que ça paraît qu'ils ont la peau claire, que les gens pensent qu'ils ont l'argent. Si nous, on était bien gérés, on peut leur donner l'argent. Mais c'est là-bas qu'on est parti avec 12 ministres, 13 ministres, plus d'autres collaborateurs des gardes-corps. En ces moments de difficultés financières, où les fonctionnaires n'ont même pas été payés avant-hier, les fonctionnaires n'ont pas été payés avant le 1er mai, je vais revenir là-dessus, sauf les corps habillés, mais les fonctionnaires n'ont pas été payés. On prend 13 ministres pour aller faire du tourisme dans un pays clandestin, Kirghizistan, pour à la fin nous dire qu'on a noué des partenariats, exemption de visa de service, de passeport de service, et collaboration avec l'enseignement, ici et ça. Vous savez combien coûte un billet d'avion classe affaires en ce moment-ci? Lomé, Paris, Lomé. Alors, nous parlons classe affaires. On ne parle pas encore de Lomé, Paris, Kirghizistan. Hein. Lomé, Paris, Lomé, il faut minimum 3 millions, un peu ou un peu plus. Classe affaires. Si le ministre est en première classe, on est pratiquement à 4 millions. Lomé, Paris, Lomé, classe affaires. On est pratiquement à 3 millions. Air France, à l'heure je vous parle, en cette période-là. Donc, seulement Lomé, Paris, vous voyez, 13 ministres fois 3 millions. Vous avez déjà un peu le montant qu'ils ont englouti dans une partie de ce voyage. Et maintenant, vous prenez le billet de Paris au Kirghizistan, parce que de Paris au Kirghizistan, il faut 11 heures de vol, avec 2 escales parfois. Donc, vous avez, pour tout dire, pour chaque ministre, le billet d'avion a coûté pas moins de 5 millions pour faire ce voyage-là, aller-retour. Il y a le séjour, l'hôtel, il y a les frais de mission, il y a la nourriture, il y a les cadeaux. Dans un pays où il n'y a pas d'argent pour faire des forages pour que les gens boivent de l'eau. Dans un pays où les gens ont de la peine à joindre les deux bouts. Dans un pays où les fonctionnaires ne sont pas payés à l'heure je vous parle. Dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Dans un pays où les étudiants ont des difficultés à avoir des bourses. On prend 13 ministres. Je ne parle pas du reste de la délégation. On prend 13 ministres comme ça et on va dans un pays clandestin qu'on appelle Kirghizistan. Pour à la fin nous dire qu'on est allé signer des conventions d'exemption de visa pour les fonctionnaires, visa, je ne sais pas, passeport ordinaire, et qu'on a signé des conventions sur le numérique, on a signé des conventions sur l'enseignement. Le diable, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le pays? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le Togo? Et parmi tous ces gens-là, il n'y a personne. Parce qu'il y a des économistes là-bas, il y a des gens qui sont outillés là-bas, il n'y a personne pour dire à M. Faure Gnassingbé, nous ne pouvons rien attendre de ce pays-là. Vous allez chercher quoi dans un pays comme ça? Un pays clandestin. Sauf si vous partez là-bas, chercher l'exemption des visas de service pour aller cacher quelque chose plus tard là-bas. Parce que c'est aussi ça la réalité. Quand on dit ils ont signé des accords pour l'exemption des visas, pour les passeports de service, peut-être qu'ils veulent transporter quelque chose pour aller cacher là-bas après. C'est ça qui est caché derrière cette histoire d'exemption des visas pour les visas de service. Parce que je ne sais pas ce que ce voyage-là va rapporter au Togo avec autant de ministres que
vous avez mis dans l'avion pour partir. En dehors du fait que Faure lui-même, il a pris son jet privé avec ses majordomes, ses gardes-corps, certains de ses intimes, les gens qui sont dans son intimité immédiate, et les ministres, eux, ils prennent un vol commercial. Et vous imaginez ce que ça coûte aux caisses de l'État, pendant que le trésor à Lomé n'arrive pas à payer les entrepreneurs. Les factures des gens dorment au trésor. Les gens qui ont fait des prestations pour l'État, les communes attendent de l'argent pour déployer leur programme. Il n'y a pas d'argent au trésor. Depuis jeudi, il semble que les gens appellent le directeur du trésor pour savoir quand est-ce qu'ils seront payés. Le directeur du trésor, il est injoignable parce qu'il n'y a pas d'argent. Et vous avez trouvé de l'argent avec 13 ministres pour aller au Kirghizistan. Maintenant, une autre question. Pourquoi dans ce groupe-là, il n'y a aucun homme d'affaires? Si c'était pour aller négocier les partenariats pour les opérateurs économiques entre le Togo et le Kirghizistan, on sait que les partenariats, c'est les hommes d'affaires qui les portent. Pourquoi il n'y a aucun homme d'affaires qui était de cette délégation? Parce qu'on a un patronat. On a la chambre du commerce. Si du côté de la France ou des États-Unis, à chaque fois que le président se déplace, il se déplace avec les grands du MEDEF. Quand le président Macron arrive quelque part, la moitié de l'avion est remplie des hommes d'affaires français. C'est pareil pour les États-Unis, c'est pareil pour le Canada. Quand ils arrivent quelque part, c'est que 3 mois avant, il y a eu des discussions préalables. Le président vient, on signe les accords pour Bolloré, on signe pour Bouygues, on signe pour Alstom, on signe pour les grands firmes pharmaceutiques, on signe. Où sont les hommes d'affaires qui étaient de cette délégation? Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun homme d'affaires qui était de cette délégation. Ce sont les ministres qui sont devenus les hommes d'affaires au Togo. Ce sont les ministres qui sont devenus des hommes d'affaires au Togo. Il y a un patronat au Togo. Il y a la chambre du commerce. Est-ce que vous avez demandé que le patronat mette à votre disposition quelques hommes d'affaires et une fois au Kirghizistan, puisque le Kirghizistan est devenu un pays modèle pour vous, vous les mettez en contact avec les autres hommes d'affaires de ce pays-là pour qu'il puisse y avoir des échanges qui sont profitables au pays. Vous prenez 13 ministres, presque la moitié du gouvernement, pour aller faire une promenade de santé dans un pays au fin fond de l'Asie centrale. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Faure est parti inaugurer et déposer des germes. Il est parti visiter une usine de cahiers. On va regarder ça. Qu'ils sont partis visiter une usine de cahiers. Voilà. Ils sont allés ici pour visiter une usine de fabrication de cahiers. Vous voyez les machines d'imprimerie là? Les machines d'imprimerie là. On a ça à Lomé plein. C'est avec ça qu'on fait les journaux à Lomé. Donc Faure est parti visiter une usine de fabrication de cahiers au Kirghizistan. Le cahier que imprimerie Semeuse fabrique au Togo depuis les années 79-77 là. Les cahiers que imprimerie la Semeuse. Il y a d'autres imprimeries même à Lomé. Mais c'est Semeuse que je me rappelle de Semeuse. Cahier que imprimerie Semeuse fabriquait à Lomé depuis les années 77. Donc, Sympato aussi, voilà. Les imprimeries qui fabriquaient les cahiers à Lomé avant. Donc, Semeuse, Sympato et tout ça. Donc, le cahier que des imprimeries fabriquées à Lomé, c'est ça qu'ils sont allés visiter dans un entrepôt au Kirghizistan pour nous dire que le président allait visiter une usine. Mais Togo imprimerie, on fabrique des cahiers, alors? Ils fabriquent des cahiers, non? Les cahiers que vous voyez là, c'est quel genre de cahiers que les imprimeries togolaises ne fabriquaient pas? Et c'est des choses comme ça que vous allez visiter au Kirghizistan. Et dit Togo est devenu quoi? On fabriquait des cahiers, et dit Togo. On fabriquait des cahiers à la Semeuse, à Sympato, tout ça. Pour vous dire que, franchement, je ne sais pas. On a l'impression que les gens ne savent plus quoi faire du pouvoir qu'ils ont confisqué. Il faut que de temps en temps, ils puissent sortir, faire des petits trucs pour qu'on dise qu'ils travaillent, alors qu'en réalité, ils ne travaillent pas. Ils sont en train de tourner en rond. Donc, on prend le peu d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, on va faire un peu de tourisme quelque part, on prend des images, et puis on revient, on dit oui, on est parti dans un pays comme ça. Comme vous aimez des pays comme ça, il faut visiter le reste. Et le reste, là, les pays en ce temps-là, ils sont 7. Donc, il y a l'Afghanistan, donc vous devez visiter ça aussi. Il y a le Kazakhstan,
vous devez aussi aller là-bas. Il y a l'Ouzbékistan, vous devez aller là-bas. Il y a le Pakistan, il faut que vous allez là-bas aussi. Il y a le Turkménistan, il faut que vous allez là-bas aussi. Et il y a d'autres pays comme ça, d'autres régions aussi. Le Tartastan. Le Tartastan, c'est au fond de la Russie là-bas. C'est une région, il faut aussi aller là-bas, puisque vous aimez les stands. Il y a le Baloutchistan. Le Baloutchistan, c'est entre le Pakistan et l'Afghanistan. Il faut aller aussi là-bas. Il y a le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un pays que j'aime bien. C'est un royaume qui est au fond de l'Himalaya avec un aéroport qu'on appelle le Lukla, qui est un aéroport le plus dangereux au monde, mais très intéressant. Donc, quand vous êtes en tourisme, il faut aussi programmer, aller dans ces pays que je viens de citer là. Tartastan, Baloutchistan, Bhoutan, Turkménistan, Tadjikistan. Et c'est après avoir visité tous ces pays-là que vous allez venir développer le Togo. Vos voisins qui sont à l'est là, et vos voisins qui sont à l'ouest là, ils ne sont pas allés là-bas hein, avant de faire des merveilles. Les Ghanéens ne sont pas allés là-bas avant de construire des échangeurs à 5 niveaux hein, et de construire des universités modernes, des routes, des hôtels et tout. Les Béninois, ils ne sont pas allés au Tartastan avant de développer leur pays. Hein. Donc, arrêtez de faire du cinéma. Arrêtez de faire du cinéma. En temps normal, là, nous-mêmes, les Togolais, là, on peut nourrir les gens du Kyrgyzstan. Parce que les gens qui sont là-bas, là, c'est eux qui font les petits boulots en Russie. C'est eux qui font les jobs en Russie, parce que c'est une ancienne république soviétique. Les gens qui sont au Kyrgyzstan, là, c'est eux qui font les petits boulots en Russie. C'est des gens qui sont très pauvres. C'est parce qu'ils ont la peau claire, comme on est décomplexé là. Quand on dit on va aller là-bas. Non. C'est des gens qui sont très pauvres. Et si le Togo était un pays bien géré, on aurait même pu donner de l'argent et de la nourriture à ces gens-là. Mais c'est là-bas qu'on va pour aller signer des soi-disant accords. On voit là-dedans ministre de l'éducation, ministre du numérique, tel ministre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir chez ces gens-là avant de travailler? Bon, je pense que Daghestan, voilà, vous pouvez, ils peuvent visiter tous ces pays-là, ouais, tout ce que vous voulez, Togostan, tout ça, là, ils peuvent aller visiter tout ça. C'est quand ils vont faire le tour du monde de tous ces pays-là, ils vont venir développer le Togo. C'est des comédiens, c'est des comédiens. On vous dit de lutter contre la corruption, de mobiliser les ressources internes pour construire les écoles, les routes, pour mettre les gens dans de bonnes conditions, donner de l'argent aux militaires, augmenter les salaires, vous détournez de l'argent et vous allez vous promener dans le monde et vous prenez des photos comme ça, 13 ministres. Et vous rentrez comme ça au pays, vous ne faites de compte à personne. Vous n'avez fait de compte à personne. Quand vous êtes parti dans vos histoires de Kyrgyzstan, là, vous êtes revenu là, vous avez fait les comptes à qui? Vous n'avez amené aucun opérateur économique dans ce voyage, aucun homme d'affaires togolais, rien du tout. Mais c'est l'argent des impôts que vous utilisez pour faire ce genre de voyage. Tous ces ministres qui sont partis là, ils ont eu des frais de mission. Ils ont dormi dans les grands hôtels. Ils ont pris les billets d'avion classe affaires. Certains ont même pris peut-être même première classe. Tous ces ministres qui sont alignés là, tous ces gens-là, regardez comment ils sont alignés. 13 ministres. Mais en tant que milieu au moins, ça dit, on était au 1er mai, la veille du 1er mai. Aucun de ces ministres n'est resté pour discuter avec les fonctionnaires de leur département, pour discuter de la condition des travailleurs. Ils sont tous partis. 13 ministres, ils sont partis. Ils sont partis en prenant des billets d'avion très chers. Le séjour, les hôtels, la nourriture, les frais de mission. Pour un pays qui a des difficultés. 13 ministres. Pour aller, ils ne sont même pas allés aux États-Unis. Pour qu'on dise que c'est aux États-Unis, au moins on va avoir de l'argent. Ils ne sont pas allés en Chine. Au même pour qu'on dise qu'en Chine, on va avoir de l'argent. Ils ne sont pas allés à Singapour. Ils ne sont pas allés à Dubaï. Ils ne sont pas allés aux Émirats Arabes Unis. Ils ne sont pas allés au Qatar. Pour qu'on dise que c'est des pays qui sont financièrement solides. Et donc, ce voyage-là va nous rapporter de l'argent. Ils sont allés au Kyrgyzstan, un pays que nous-mêmes, on peut nourrir. Un pays que le Togo même peut nourrir. Mais c'est incroyable. Quand Mme Nyakate disait que Faure n'a aucune vision, voilà. Et elle a raison. Tout ce qu'on voit là, c'est une communication qu'ils sont en train de faire. Mais on est sur place, on ne bouge pas. On dépense même de l'argent. On met l'argent dans un puissant fonds. Pour aucun résultat. Les Béninois n'ont pas besoin d'aller là-bas pour développer leur pays. Les Ivoiriens non plus, les Ghanéens non plus. Continuez pas à aller dans les pays comme ça. Kyrgyzstan. Bon, j'ai fermé cette page. Alors, on va revenir au discours de M. Faure Gnassingbé. Si vous trouvez un pays qui s'appelle comme ça, il faut leur envoyer. Ils vont aller.
Vous trouvez un pays qui finit par Stan, il faut leur envoyer, ça, la localisation. Ils vont aller. Ici, ils n'ont rien à faire à Lomé. Donc, quand ils trouvent un pays bizarre comme ça, ils disent, bon, préparez l'avion, on va aller quelque part là-bas. Voilà, c'est tout. Et des fous, donc, franchement. Alors, Faure Gnassingbé s'est adressé au peuple togolais le 27 avril. On va lire un peu quelques slides de ce qu'il a dit et on va faire quelques commentaires. La veille, je vous avais déjà dit, c'était le jour du 27 avril, je vous avais dit qu'on est indépendant en rien. Tous les pans de notre économie se retrouvent dans les mains des multinationales, des étrangers. Les Togolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Les Togolais tirent le diable par la queue. Il n'y a aucun homme d'affaires togolais que vous pouvez voir aujourd'hui pour dire, voilà, celui-ci, c'est un homme qui fait la fierté du Togo. Dans tel secteur, c'est nous qui le contrôlons. Tel secteur, c'est les Togolais qui le contrôlent. Il n'y a aucun secteur. Mais qu'est-ce que Faure nous dit? Faure nous dit, puisqu'il fallait qu'il fasse un discours, même s'il n'avait pas grand-chose à dire, il nous dit, l'indépendance réelle, elle se mesure, je ne sais pas avec quel instrument, il dit l'indépendance réelle, elle se mesure peut-être au décimètre, ou je ne sais pas quoi, elle se mesure à la solidité de nos institutions. Je ne sais pas si on lui écrit les choses, si lui-même il lit, et il est d'accord avec ce qu'il a écrit. Quelle est l'institution qui est solide aujourd'hui au Togo? Il dit, l'indépendance réelle se mesure à la solidité de nos institutions. Il y a quelle institution qui est solide aujourd'hui au Togo? Quand, entre le président de la République et le PC, on ne sait pas qui va décorer les gens. C'est une salade indigeste. Quand on ne sait pas qui fait ci, qui fait ça, les rôles ne sont même pas bien définis. Il y a comment on appelle ça, de la confusion. Il y a quoi? C'est quelle institution? Même l'exécutif n'est pas solide. Puisque l'exécutif a deux têtes aujourd'hui, et vous avez de la peine même à clarifier les rôles. Donc le président, sans envie de tomber, lui aussi il sort. Et voilà, c'est lui qui doit décorer les gens. Et après, c'est Faure qui prend les décorations et donne au président. La constitution, là, tout le monde peut l'avoir. Ce n'est pas. Donc, l'exécutif n'est pas solide. Le législatif, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, surtout l'Assemblée nationale, les gens qui votent là-bas, on écrit le vote, on leur donne dans les mails d'aller voter. Les militants de l'UNIR, là, les députés qui sont là-bas, là, on leur donne des consignes en disant, tel ministre qui vient, vous allez poser seulement 5 questions. Vous n'avez pas le droit de poser une question dérangeante. C'est ça que vous appelez solidité des institutions. Il y a la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, dont le mandat est fini depuis 7 ans ou 5 ans, qui attendent d'être renouvelés. Les gens qui sont là-bas, ils sont illégaux. Vous êtes incapables de renouveler une institution de régulation qu'est la HAC. Où est la solidité de vos institutions? La magistrature. Les gens qui sont à la Cour suprême, ils sont déjà à la retraite. Mais vous les maintenez là-bas. Et ils savent qu'on doit changer le nom. Et depuis, vous êtes incapable d'accélérer même les réformes pour changer le nom des institutions. Le Conseil économique et social, jamais mis en place. Donc, quelle est l'institution qui est solide dont vous magnifiez la teneur dans votre discours? Il n'y en a pas. Puisque le législatif, même que vous incarnez avec M. Sammy Ditové, les rôles sont touffus, sont confus. Ça, c'est la première partie. Elle se mesure à la vitalité de notre économie. Donc, l'économie togolaise est vitale. Est-ce que l'économie togolaise est vitale? L'économie togolaise est vitale et les entrepreneurs ont du mal à encaisser les factures qui sont au trésor, où la dette intérieure est tellement élevée que le trésor a de la peine à payer les prestataires. L'économie est vitale et qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. L'économie est vitale avec les émigrants. L'économie est vitale avec tous les femmes qui sont au marché et qui ne savent plus où donner de la tête. L'économie est vitale avec un pays qui n'a pas de route. La cohésion de nos sociétés. Où est la cohésion de la société? Quand certains Togolais se retrouvent en prison, ils sont exclus de la gouvernance, on ne veut pas les entendre, ou des Togolais qui sont comme nous, quand on critique la gouvernance, on planifie notre assassinat. Je reviendrai là-dessus à la pause. Comment vous êtes en train de planifier notre assassinat? Dieu merci, on est au courant.
Comment vous planifiez notre assassinat? Parce que nous sommes des voix qui dérangent. Donc, notre capacité à faire des choix et à les assumer. Quels choix vous faites et vous les assumez? Aucun. On continue. Dans les prochaines semaines, une phase d'échange sera engagée avec les institutions, avec le secteur privé, avec la société civile, avec nos partenaires, pour enrichir la réflexion du gouvernement autour de l'élaboration de cette feuille de route. Donc, vous avez fait DSRP 1, DSRP 2, SCAP, je sais pas, ça. DSRP, SCAP, DSRP 1, DSRP 2, et PND, et maintenant feuille de route. Et c'est après avoir fait tout ça que c'est maintenant que vous vous sentez, je sais pas, disponible pour engager une réflexion avec les corps intermédiaires pour savoir ce que vous voulez faire de votre feuille de route. Donc, vous n'avez rien mis dans votre feuille de route. Ou bien c'est maintenant que vous allez chercher les idées chez les gens. J'ai appris que ce matin, le chef, il y a un chef à Balepédo qui a fait gongonner que les envoyés du gouvernement vont venir dans les maisons pour demander aux citoyens c'est quoi leurs besoins. Ce matin, que le chef de Balepédo a fait gongonner que le gouvernement va envoyer dans les jours qui viennent des gens qui vont venir dans les maisons pour demander aux Togolais c'est quoi leurs besoins. Tout ça, c'est du sur place. Donc, voilà, et les prochaines semaines, on va engager une phase de réflexion avec les institutions. Tout ça, c'est pour donner l'impression qu'on travaille, mais on fait du sur place, on ne travaille pas. À la fin, la feuille de route aussi va passer, comme le PND est passé. On continue. Ouais, il y a Piakistan, l'Omekistan. Tout ça là, dès que vous trouvez un pays comme ça, il faut leur dire, ils vont aller. Est-ce qu'il y a encore une autre phase? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. S'il y a un autre slide de ce discours-là, on peut en parler. S'il n'y en a pas, bon, on va passer à autre chose. Alors, on va parler du 1er mai. Le 1er mai. Comme je le disais tantôt, vendredi, il y a eu le 1er mai. Et il n'y a pas eu les fonctionnaires n'ont pas été payés. Peut-être qu'ils seront payés lundi, mais ils n'ont pas été payés avant le 1er mai. Les corps habillés, oui, eux, ils ont été payés. Mais les fonctionnaires des autres secteurs n'ont pas été payés. Est-ce qu'il y a des problèmes de trésorerie? Bien évidemment, il y a des problèmes de trésorerie. Dès que ça commence par avoir des retards de paiement de salaire, c'est qu'il y a des problèmes de trésorerie. Alors, ceux qui sont dans le secteur informel, ils ont fêté le 1er mai, comme toujours, les coiffeuses, les coiffeurs, tout ça, les gens qui font des activités génératrices de revenus, c'était la fête et tout ça. Le 1er mai en Afrique, pour plusieurs pays, c'est la fête. Alors que, bon, ceux qui ont été à l'initiative de ce mouvement-là, le 1er mai pour eux, c'est une date où on se remémore la lutte syndicale qui a permis d'avoir des droits. Et dans tous les pays au monde, les gens font des réflexions, les gens se battent pour pour rappeler au gouvernement pourquoi on doit augmenter les salaires, pourquoi on doit faire ci, pourquoi on doit faire ça. Mais chez nous, c'est devenu une fête. Une fête, les gens cotisent pour aller boire à la plage, les gens cotisent pour aller manger des brochettes, les gens cotisent pour faire ci, pour faire ça. Donc, mais il y a quelques secteurs qui ont quand même réagi. Aujourd'hui, il n'y a plus de syndicats qui soient vraiment actifs. La plupart des syndicats ne parlent plus, les syndicalistes ne parlent plus. Nous avons le secteur de Simbac qui a fait un très bon discours, qui a rappelé la fragilité du système bancaire de notre pays. Et je peux vous lire une partie de ce qu'ils ont dit. Les statistiques de 2014-2025 montrent le paysage bancaire togolais contrasté par rapport à l'Union monétaire ouest-africaine, marqué par une forte activité de crédit, mais des tensions persistantes sur la qualité du portefeuille. Donc, les banques togolaises sont des banques qui ont quelques soucis. Taux de dégradation au Togo versus UEMOA, données 2024-2025. Togo, 2025. Le taux brut de dégradation du portefeuille de crédit a connu une remontée préoccupante atteignant 13% en 2025,
contre 7% en 2024. Ce taux est bien supérieur à la moyenne régionale et à la norme communautaire. Croissance du crédit. Malgré la dégradation, le Togo reste dynamique avec une hausse de 22% des nouveaux crédits bancaires à fin septembre 2025. Divergence de tendance. Alors que la zone UEMOA tend vers un assainissement de cette portefeuille, donc les banques, le Togo a enregistré une hausse marquée par des créances douteuses en 2025, indiquant une augmentation du risque et de crédit au niveau local. UEMOA 2024-2025. Le taux brut de dégradation de l'Union s'est à l'inverse amélioré en fin d'année 2024 pour s'établir à 8,5%. Au début de l'année 2026, la moyenne UEMOA avoisinait les 9,1%. Donc, il y a les microfinances du Togo. Le taux de dégradation dans les systèmes financiers décentralisés, donc SFD du Togo, a atteint 6,7% en 2025, soit plus du double de la norme réglementaire qui est de 3%. Bon, ils ont parlé, c'est ce qui m'intéresse, des agences de placement, les fameux RMO, tout ça là. Ils ont parlé de ça, c'est ce qui nous intéresse. Les agences de placement. Nous en avons parlé ici, les agences de placement qui tirent leur légitimité de l'article, je pense, 246 du Code du travail, qui autorise les agences de placement, mais il n'y a pas une disposition qui encadre ces agences-là. Du coup, tous ceux qui créent les agences de placement, on a les noms, on a eu beaucoup de messages, des gens qui nous ont envoyé des messages, tel agent de placement, tel agent de placement. Et est-ce que je peux envoyer un mot pour que je retrouve le truc dans mon portable? Telle agence de placement qui les exploite. Juste un bonjour, comme ça je vois. Voilà, c'est bon. Donc, on a quelques agences de placement. On a une agence de placement qu'on appelle GRHE2EM, SAR. Le DG s'appelle Sanda Adjouné, Alaké, qui gère les ouvriers qui sont placés à la société PIA, Togo Soja Sal. Il y a l'agence de placement Eagle Group Corporation, qui est dirigée par un certain M. Larry Olivier, qui a la PIA aussi. Il y a le conseil réuni, je pense que c'est pour les Aoumezounou. Il y a EGC, il y a Synergie, il y a ALM Group, dont le DG s'appelle Dalmeda, Synergie c'est M. Degbevi, Lucratif Togo, DG Arnaud Bandawa, Société de fibres Netis. Donc, il y a plein de ces agences-là qui ont précarisé les emplois. Et quand on parle de ces agences, c'est des gens qui emploient les gens à l'intérim, même dans les banques. Donc, vous travaillez 6 mois, après, on ne vous fait pas de contrat, il n'y a pas de CDI. Et à partir du moment où il n'y a pas de CDI, vous êtes un employé précaire. Vous ne pouvez pas faire des prêts, vous ne pouvez pas avoir un certain nombre de sécurité sur le plan financier. Et on peut vous renvoyer à tout moment. Donc, il y a des gens qui fonctionnent dans ce secteur-là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, en tant qu'agent de placement. Et ce sont ceux qui ont créé les entreprises-là, les agences de placement, qui se font beaucoup d'argent et qui prennent parfois 40%, parfois 50% du salaire des employés. Et donc, c'est des gens qui n'ont aucun droit. Donc, le Togo, en tant qu'État, quand Fonds National parle de la solidité de notre économie, de ci, de ça, de l'indépendance, l'État ne peut pas encourager la précarisation des emplois. L'État ne peut pas précariser les emplois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des emplois précaires dans les sociétés, dans l'administration, dans les banques. Et il faut que l'État essaye de régler ce problème-là. Et donc, moi, je ne vais pas me mettre à parler de tous les problèmes des travailleurs, parce que les fonctionnaires togolais ou les travailleurs qui nous envoient des messages, les gens pensent que c'est nous qui allons régler leurs problèmes. Non. Nous, on ne peut pas régler vos problèmes. Si vous travaillez dans une boîte où on vous triche, vous avez la capacité de faire grève. Vous avez la capacité d'agir, de faire des mouvements. La zone franche, les gens qui travaillent chez des privés, les gens qui sont travaillés dans les petites entreprises où on vous exploite, on ne vous paye pas vos droits. Il ne faut pas penser que c'est Ferdinand qui va venir vous sauver. Ce n'est pas un responsable politique qui va venir vous sauver. Ce n'est pas un syndicaliste. Vous devez vous sauver vous-même. Donc, les Togolais doivent apprendre à se battre pour leurs droits. On a plein de messages, comme si
Les gens même nous supplient qu'il faut parler de leurs problèmes. Mais non, si vous êtes des ouvriers, on vous renvoie, on vous licencie. Mais manifestez, faites des mouvements d'humeur. Mais on ne va pas vous tuer tous au Togo là-bas. Ne pensez pas que c'est un leader politique qui va venir régler vos problèmes. Ne pensez pas que c'est un activiste de la diaspora ou un journaliste qui va venir régler vos problèmes. Vos problèmes, vous ne pouvez que les régler par vous-même. Nous, de temps en temps, on peut peut-être donner de la voix pour dire dans tel secteur ça ne va pas, dans tel secteur ça ne va pas. Mais vous n'allez pas nous sous-traiter vos problèmes et dormir tranquillement lever là-bas se disant bon, moi je suis un Ferdinand quoi, et là, il y a un vent. Mais non, les milliards de dollars filés si vous travaillez quelque part et on ne vous paye pas vos droits. On ne vous paye pas un bon salaire. On ne vous déclare pas la caisse de sécurité sociale. Et vous êtes incapable d'avoir de bons contrats, mais organisez-vous pour protester. Généralement, il y a des gens qui disent oui, on veut le faire, mais d'autres sont des taupes de nos patrons. Ça, c'est vos problèmes. Ça, c'est vos problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui travaille dans une usine de qualité à Tchamba, l'usine a une succursale à Blita et puis à Aneho. Et que le DG a délocalisé une partie de l'usine qui est allée installer au Ghana. Ils sont 80 personnes qu'on a licenciées et qui ont de la peine à rentrer dans leurs droits. Qu'est-ce que moi je peux faire dans un dossier comme ça? C'est vous qui êtes au Togo? Qu'est-ce que vous voulez que moi je vienne faire? Je ne vais pas être un Zoro qui va débarquer pour dire oui, je vais venir régler vos problèmes. Donc, chaque Togolais, à quelques endroits qu'il se trouve, doit apprendre à se battre pour ses droits. C'est pour ça que nous, on vous donne des informations, on vous donne des éléments, on vous donne quelques éléments pour vous permettre de vous battre pour vos droits. Après, si vous vous battez pour vos droits et qu'il y a des gens qui vous intimident, vous pouvez nous en parler, on va dénoncer ces personnes qui vous intimident. Mais ce n'est pas nous qui allons faire le travail à votre place. Le 1er mai où les gens se battent pour leurs droits est devenu une fête au Togo. Les gens vont commander des pailles, les gens vont commander du champagne, les gens vont commander de la bière, les gens vont commander des brochettes, envie de pot pour aller à la plage, danser jusqu'au soir. Mais comment voulez-vous que le pays avance avec ça? Le jour du 1er mai au Togo, c'est comme le 31 janvier ou le 1er janvier. Les gens cotisent pour aller faire la fête. Mais vous ne vous battez pas pour l'amélioration des conditions du travail des travailleurs. Donc, les Togolais qui sont dans ces histoires-là, vous nous envoyez des messages, c'est bien, mais ce n'est pas nous qui allons prendre le travail pour le faire à votre place. Chaque Togolais qui est dans un secteur doit se battre pour ses droits. Il y a des étudiants qui m'envoient des messages pour dire oui, on nous triche ici. Il y a des problèmes à la DAS, tout ça. Mais ce n'est pas moi qui vais venir régler vos problèmes à la DAS. Vous êtes des étudiants. Vous devez vous organiser pour crier sur ceux qui vous maltraitent, pour dénoncer ceux qui vous maltraitent. Vous êtes des gens qui travaillent dans une boîte, on vous exploite, organisez-vous pour les dénoncer. Donc, nous nous envoyons plus des messages pour dire « Ferdinand, il faut nous aider dans tel boulot, tel boulot ». Ça, on ne va pas faire ça pour vous. On ne va pas faire ça pour vous. Quand il y a une injustice qui frappe un certain nombre de secteurs, on peut en parler. Mais les problèmes que vous avez au boulot avec vos patrons, organisez-vous en petits groupes, en syndicats, pour vous battre. Et c'est ce qu'on attend de vous, les Togolais. Arrêtez d'être des lâches et de sous-traiter vos problèmes à d'autres personnes. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur les histoires On a eu des dizaines et des dizaines de messages. Hein? Quand on a dit les histoires de placement, les gens envoient énormément de messages. On a eu au moins 55 messages. Et c'est toujours la même chose. Monsieur Ferdinand, il faut nous sauver. Moi, je ne peux sauver personne. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Même si les gens disent que ce que nous faisons ici, c'est une messe, moi, je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas vous sauver. Vous ne pouvez vous sauver que par vous-même. Il y a Saint Augustin, docteur de l'Église, qui a dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Saint Augustin, docteur de l'Église, il dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Donc, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Si moi j'ai un problème, je me cherche des idées, des voies pour le régler. Je me bats pour régler les problèmes que je traverse. Je ne les sous-traite pas à quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas être des éternels lâches au Togo là-bas. Quand on
va aider à régler vos problèmes, vous allez même nous insulter après pour dire qui vous a même demandé, mais quel bien va donner. Non. Donc, organisez-vous, battez-vous pour vos droits. Vous ne voulez pas, vous restez là-bas, vous allez mourir. Moi, je travaille dans aucune boîte là-bas. Je ne travaille dans aucune boîte là-bas. Donc, vous ne voulez pas vous battre pour vos droits, vous allez rester là-bas et mourir un à un. Quand les hôpitaux sont en délabrement, vous ne voulez pas manifester pour qu'on repart les hôpitaux, pour qu'on arrange les hôpitaux, vous allez mourir là-bas. Les routes sont dégradées, vous ne vous battez pas pour les routes, vous allez mourir là-bas. Vos enfants vont à l'école, ils n'ont pas le minimum pour vivre, vous allez mourir là-bas. Non, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Tous les fonctionnaires n'ont pas été payés avant le 1er. Cher ami qui fait le commentaire. La plupart des fonctionnaires n'ont pas été payés avant le 1er. Et je sais de quoi je parle. Je connais des fonctionnaires qui m'ont remonté beaucoup d'informations. Ils ne sont pas payés avant le 1er. Les forces de l'ordre, oui. Les corps habillés, oui. Les universités n'ont pas été payées. Il y a beaucoup qui n'ont pas été payés avant le 1er. Donc, arrêtez de faire des commentaires. Je ne sais pas qui vous voulez défendre dans cette histoire-là. Et il y a les fonctionnaires qui sont à Lomé, vous pouvez les appeler. Alors, on va faire une petite pause pour parler de la question des droits de l'homme. On va faire juste une pause. On a plein d'amis qui sont fonctionnaires. Quand ils ne sont pas payés, ils nous le disent. Ils nous envoient des trucs. Il y a même des discussions actuellement sur beaucoup de plateformes. Ah ouais, ouais, voilà. Il y a les magistrats qui ont profité du 1er mai pour poser leurs revendications au ministre. Il y a les banquiers qui ont posé les revendications. Mais il y a des gens qui profitent du 1er mai pour vraiment poser des revendications. Après, ils vont mener des actes. Il y a d'autres, ils sont là. Ils cherchent un sauveur. Et comme je vous le dis, vous n'aurez pas de sauveur. Hein? Vous n'aurez pas de sauveur. Jésus, on n'est pas Jésus. On n'est pas Mahomet non plus. Donc, si vous ne voulez pas vous battre pour vos droits, vous allez mourir. Hein? Nous sommes dans un monde de bataille. Hein? Nous sommes dans un monde où il faut se battre. Quelle que soit la situation, il faut se battre. Quel que soit le prix qu'on doit payer, il faut se battre. Vous ne voulez pas vous battre, vous voulez sous-traiter vos problèmes aux autres. Ça ne se passe pas comme ça. Les autres pays n'ont pas réussi comme ça. Hein? En France, ici, les gens ont plein de droits. Hein. Ils ont lutté. Mais la dernière fois, ils étaient dans les rues à manifester. Ils se sont même affrontés avec les soldats. Aux États-Unis, les gens sont sortis dans les rues. En Allemagne, les gens sont sortis. Les gens ont fait des manifestations. Mais au Togo, vous avez un civil qui n'est même pas respecté. Personne n'est sorti pour faire une manifestation. Le président n'était pas là. Il était au Kirghizistan. Après, il est passé par Milan. Le gouvernement, une partie du gouvernement était au Kirghizistan. Donc, il n'y avait même pas d'interlocuteur. Je ne sais pas la dernière fois que M. Faure a reçu les syndicalistes, ça remonte à quand? La dernière fois que M. Faure Gnassingbé a reçu les syndicalistes pour parler des problèmes des travailleurs, ça remonte à quand? Un chef d'État soucieux du bien-être des fonctionnaires. La dernière fois qu'il a reçu les syndicalistes du secteur des universités, les syndicalistes de la magistrature, les syndicalistes de la fonction publique, la dernière fois qu'il les a reçus, ça remonte à quand? Pour avoir un dialogue, comment on appelle ça? Un dialogue décomplexé avec les fonctionnaires, discuter avec les gens, les regarder les yeux dans les yeux, pour que les fonctionnaires posent leurs problèmes. Ah, monsieur le président, c'est vrai que vous faites déjà des efforts, mais dans tel secteur, il y a à faire. On a tel problème. La dernière fois qu'il a parlé avec les syndicalistes, ça remonte à quand? Le secteur de la santé, les secteurs de l'éducation, qui sont les mamelles de la République, les secteurs des mines. La dernière fois qu'il a parlé avec les syndicalistes, ça remonte à quand? C'est avec ces éléments-là qu'on apprécie la disponibilité d'un chef d'État à régler les problèmes de la République. Je ne suis pas certain que depuis qu'il est au pouvoir, depuis 21 ans, il a discuté avec les syndicalistes 5 fois. Je ne suis pas certain. Même Eyadema, mais avait du temps pour les syndicalistes. Eyadema avait du temps pour les syndicalistes. Il les recevait, il les écoutait. Mais Faure, il écoute les syndicalistes, il les reçoit, il discute avec eux. Il a dit qu'il va faire les états généraux de l'éducation et de la santé. Ça s'est arrêté à des vœux pieux.
Aucun de ces secteurs n'a connu les états généraux. Et c'est les secteurs les plus touchés aujourd'hui. Alors, comme on est dans la rubrique presque à la pause, il y a une déclaration que je vais partager avec vous. Libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques. C'est une déclaration d'un consortium de partis que je vais citer vers le bas. Il se sent tout puissant, il se croit au-dessus des Togolais et des lois, et il fait ce qu'il veut en toute impunité. Le régime de Faure Gnassingbé n'a aucune considération pour les Togolais ni pour les décisions de justice. Cela doit prendre fin. Encore un déni de justice. L'arrêt numéro 040-2026 du 18 février 2026 de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ordonné la libération de 13 détenus politiques. Malgré cela, les autorités politiques démontrent encore une fois qu'elles contrôlent l'appareil judiciaire en maintenant en prison les personnes bénéficiant du dit arrêt. Il s'agit de Adam Latif, Ali Agbo Marzouk, Alès Ati, Banafei Balan alias général du 19 août, Boukari Djabo, Fofana Nafiou alias Agogo, Issa Issifou, Issa Saliou, Mohamed Suleiman, Yakoubou Bilal, Yaya Souleimani, Youssouf Ali, Marou Abdul Razak, alias Vis-à-vis. Donc, cette récidive du pouvoir rappelle que les détenus de la Cour de justice de la CEDEAO, ordonnant des libérations depuis plusieurs années, sont toujours non exécutés. C'est le cas de Kwasa Gnassingbé et de M. Ati Abi. Plusieurs décisions de justice nationale et internationale et de recommandations des organisations internationales ne sont toujours pas appliquées. Il y a des décisions ici, Cour de justice de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO et tout ça. De nombreuses personnes sont toujours détenues pour leur opinion politique. On les estime environ 70 personnes. Donc, il y a encore 70 personnes dans les prisons qui sont arrêtées pour des cas d'opinion. Donc, Jean-Paul Omolou, depuis le novembre 2021, Marguerite Nyakade, depuis septembre 2025, elle fait déjà plus de 6 mois, l'humoriste Tayo, de son vrai nom, Akpao Gros, depuis décembre 2025, lui, il est à la prison de Kara. On apprend également le retour derrière les barreaux de Affectio, de son vrai nom, Honoré Sopor, Sitopé, depuis quelques jours, alors qu'il venait d'être libéré 4 mois plus tôt, après une année de détention arbitraire. C'est un cas d'acharnement comme cela arrive régulièrement. Pour le régime de Faure Gnassingbé, les arrestations arbitraires, les restrictions de l'espace civique sont devenues un mode de gouvernance pour faire taire les voix discordantes. Nos exigences, nous, signataires de ce communiqué, exigeons la libération immédiate sans condition de l'ensemble des détenus politiques, la reconnaissance officielle et la réparation des préjudices dus aux violations des droits dont les détenus ils ont été victimes. Appelle la population, signataire de ce communiqué, appelons les populations, étudiants, enseignants, personnes de santé, transporteurs, conducteurs, taxi-moto, machin, syndicats, s'exprimer massivement contre les détentions arbitraires et contre tous les abus du pouvoir que les citoyens subissent au quotidien, que ce soit dans le secteur du foncier ou dans la vie ordinaire. À maintenir la pression sur le régime afin d'obtenir la libération des détenus politiques et la cessation de tous les abus du pouvoir. Un peuple qui reste silencieux devant l'injustice est complice de sa propre servitude. Aujourd'hui, refusons d'être complices. Pour la DMK originale, Thomas Moussoupoé, superviseur général, DMP Sambiri Targor, LDP Lumière Tchania Ourouako et Touche pas ma concession Nathaniel Olympio. Alors, cette situation est préoccupante. Le fait que au Togo aujourd'hui, personne n'est à l'abri des humeurs de Faure Gnassingbé. Il peut se lever demain et puis arrêter qu'il veut. Il a déjà son petit frère qui est en prison depuis presque 17 ans ou 16 ans et demi. Il y a Mme Nyakade qui est très proche de lui, qui a signé des tribunes pour dénoncer sa gouvernance. Elle est derrière les barreaux depuis 7 mois. Elle est malade, elle ne peut pas se soigner. On lui refuse même la liberté provisoire. Tout lui est refusé. Elle ne peut pas avoir la latitude de parler avec ses enfants. Ensuite, il y a les 13 détenus dont la justice a prononcé leur libération il y a quelques semaines, qui sont encore maintenus en détention. Il y a Jean-Paul Omolou, dont le cas est connu, et il est malade.
on l'a arrêté au Togo, il revenait de la Suisse, il avait subi une opération. Aujourd'hui, hein, il a des infections partout. Et il a des infections partout. Il a des problèmes de santé. Il est en train de mourir à petits coups après avoir subi des tortures. Personne ne parle de lui. Personne ne s'occupe de son cas. Il y a l'humoriste qu'on a arrêté à Kanté là-bas qui s'appelle Tayo, qui gît aussi à la prison civile de Kara. Et il y a notre compatriote Affectio qui a été arrêté il y a quelques jours juste parce qu'il a pris des photos. Donc, prendre une photo d'une rue au Togo est devenu un délit. Au Togo, quand des gens volent l'argent, le régime les protège. Quand les gens détournent des milliards à l'OTR, quand les gens détournent, il y a Zola, ouais, quand les gens détournent de l'argent à l'OTR, aux impôts, aux douanes, dans les ministères, au trésor, Faure Gnassingbé a un dispositif pour les protéger. C'est un délit qui conduit en prison. La personne n'a même pas encore publié cette photo quelque part. Pour qu'on dise que la photo crée un dommage à quelqu'un. Parce que j'ai pris une photo dans une rue, ou j'ai pris une photo d'une rue, ça vaut une arrestation et la prison. Ça, c'est le régime de Faure Gnassingbé. Celui qui nous parle de prospérité, de cohésion, de vivre ensemble dans son discours du 27 avril. Mais ça, c'est plus que la Corée du Nord. Même en Corée du Nord, on prend des photos. Même en Corée du Nord, on prend des photos. Les endroits où on ne prend pas des photos, ce sont des endroits qui sont toujours signalés. Les endroits où on ne prend pas de photos, il y a toujours des endroits où on dit, ici, zone sécuritaire, pas de photos, zone sensible, pas de photos. Et puis, si vous prenez la photo d'un individu, la personne peut vous opposer le droit à l'image en disant que, bon, vous m'avez pris en photo, je ne veux pas apparaître, supprimez la photo. Si la personne supprime la photo, le problème est réglé. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui prend une photo d'une rue, la rue dans laquelle il habite, on le prend, on le jette en prison? Et donc, cette dérive-là, elle est quand même incroyable. Alors, je vais terminer avec la question des prisonniers en rappelant que nous-mêmes, là, nous-mêmes qui vous parlons ici, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que, apparemment ou visiblement, on est devenus les voix les plus dérangeantes du pays. Et au sommet de l'État, il se dit que nous, les gens comme nous, il faut nous éliminer. Ce n'est plus à l'étape d'une rumeur ou d'une alerte. Maintenant, c'est un projet qu'ils veulent exécuter. Des gens comme Ferdinand, il faut les éliminer. Parce qu'ils nous dérangent, ils nous empêchent de dormir. Ils révèlent trop de vérité. Les gens se réveillent partout. Il semble qu'à Pia, là-bas, chez Fort, on surveille maintenant ceux qui suivent mes lives. Parce que les lives sont en train de réveiller les gens. Les gens se réveillent. Les gens apprennent de plus en plus. Les gens cotisent les dimanches pour acheter de la connexion, pour se regrouper, pour suivre les lives. Et il y a un certain nombre de préjugés, de stéréotypes qui sont en train de tomber à travers ces lives-là. Donc, on a commencé par surveiller les gens. Les policiers, eux, on leur a dit de ne plus suivre les lives. On leur a dit ça au rassemblement. Certains militaires aussi, on leur a dit de ne plus suivre les lives. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on estime que, puisque nous, on ne recule devant rien, il faut nous éliminer. Et il y a un plan dans le tuyau. Et je prends le peuple togolais à témoin que les lives que je fais les dimanches là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être le dernier. Mais je sais que vous priez beaucoup pour moi. Mais vous devez savoir qu'au Togo là-bas, il y a quelqu'un qui estime qu'on le dérange trop et qu'il faut nous faire taire et qu'il va mettre des dispositifs en place pour nous faire taire. Je ne sais pas comment. Ils sont un État, ils ont des moyens, ils ont des services secrets d'autres pays, des réseaux avec qui ils collaborent. Mais je prends les Togolais à témoin dans ce live-là en disant, moi qui suis en train de vous parler et qui suis en train de vous décrire ce que notre pays est, la gouvernance dont nous sommes victimes, si un jour, quelque chose m'arrive d'une manière ou d'une autre, que je ne sais pas, que ce soit de façon brutale ou de façon douce, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Parce que c'est un plan qui est ficelé, qui est très avancé et qui est sur la table de quelqu'un. En disant, lui là, il faut qu'on l'élimine. Je vous prends à témoin, vous tous les Togolais, les 8 millions ou les 9 millions que vous êtes là, ne dites pas que je ne vous ai pas dit ça. Qu'au Togo là-bas, il y a quelqu'un qui détient le droit de vie et de mort sur les Togolais et qui estime que
À partir du moment où vos dénonciations le dérangent, il met les moyens en place pour vous éliminer, là où vous êtes. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Tout ce qu'on vous demande, c'est de travailler et de rendre les Togolais heureux et de quitter le pouvoir. Mais aller assassiner les gens, vous l'avez fait pour Agbobi, vous l'avez vampirisé. On a su comment ça s'est passé. Il y a des choses qui se sont passées avec d'autres personnes. Au Togo, là-bas, vous avez des unités qui sont formées pour aller assassiner les gens. Vous avez des gens qui sont formés par vos experts étrangers à ouvrir des portes sans effraction sur les gens. Il y a des gens là-bas, dans votre système, eux, c'est des assassins. On leur montre comment il faut ouvrir des portes pour rentrer sur des gens sans effraction. C'est-à-dire, ils ne vont rien casser, mais ils vont rentrer sur toi et ils vont vous liquider. Il y a des gens qui sont formés spécialement comme ça, dans le système dispositif sécurité togolais. Eux, leur spécialité, c'est ça. Rentrer chez des gens sans effraction. C'est pour ça que parfois, vous voyez, à Lomé, on dit, ah, on l'a retrouvé, il est mort dans sa douche. Il a fait une crise, il est mort dans son bureau. Mais la porte n'a pas été ouverte. En tout cas, il n'y a pas eu d'effraction. C'est des gens qui sont formés pour ça, pour faire ces sales boulots. Puisque vous n'avez appris qu'à assassiner, à tuer les gens. Vous n'avez rien appris à faire que ça. Tuer, assassiner. Quand vous dormez, vous réfléchissez. Lui, là, il faut qu'on l'assassine. Lui, là, il faut qu'on le tue. Lui, là, il faut qu'on lui fasse ça. Moi, vous ne pouvez pas m'assassiner. Vous avez ça sur votre table. Vous avez ça sur votre table. C'est un projet que vous avez. Vous voulez passer à exécution. Je sais. À partir de la semaine prochaine, comme je prends les Togolais à témoin, je vais adresser à travers mes avocats des courriers à plusieurs institutions dans le monde. Commonwealth, francophonie, ONU. L'ONU a un dispositif qui protège les journalistes, qui protège les journalistes sur les cas d'assassinat. On va vous connaître. Les chancelleries, la CEDEAO, la Maison Blanche, le département. Je vais envoyer des courriers d'information à travers mes avocats. J'ai un groupe d'avocats en Europe, il y a un autre groupe d'avocats avec mes amis du CPJ aux États-Unis, il y a les organisations de presse ici. On va saisir toutes ces institutions, Bruxelles, partout, à titre d'information, que moi là, je suis la cible de quelqu'un au Togo et je vais mettre le nom de la personne. Si jamais quelque chose m'arrivait, ne cherchez pas de midi à 14h l'assassin. Parce que l'assassin ne s'en cache pas. Celui qui veut le faire, il ne s'en cache pas. Il exprime. Donc, je vais saisir toutes ces institutions-là. Et les courriers seront dans les réseaux. Et comme ça, quand vous allez passer à l'acte, personne ne se posera des questions sur une quelconque enquête. On saura que c'est vous qui avez fait ça. Mais j'espère que vous allez continuer par faire ça et que vous n'allez pas payer un jour. Continuez d'aller dans les messes pour suivre dans les églises, pour dire vous priez. Continuez d'aller à Rome. Continuez d'aller je ne sais pas où. Mais quand vous rentrez chez vous, imaginez comment vous voulez assassiner quelqu'un. Vous ne pouvez pas assassiner tous les Togolais. Parce que l'esprit qui nous guide, ce n'est pas un esprit, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas assassiner tous les Togolais. Mais vous finirez par partir d'une manière ou d'une autre. Vous finirez par partir d'une manière ou d'une autre. Donc, je tiens à ce que cette information soit sûre de tous les Togolais. Et je tiens à dire aux Togolais, c'est ce que je vais faire. La semaine prochaine, c'est le travail là que je vais faire. Les courriers vont partir dans tous les sens. Et celui qui pilote ce projet-là, je vais le nommer. Et cette personne, elle est en train de suivre ce live-là. Voilà. C'est elle qui est agacée par nos révélations parce qu'on l'empêche de gouverner le Togo. Comme si depuis 21 ans, c'est nous qui l'avons empêché de faire du travail, de gouverner le Togo et d'avoir des résultats. Vous n'allez pas assassiner tout le monde. Et j'invite les gens qui sont dans la diaspora à être très prudents parce qu'ils ont infesté certains pays de leurs agents. Il y en a qui sont dans les ambassades, qui sont des attachés culturels et tout ça, qui viennent dans vos manifestations culturelles là pour repérer les gens. Vous ne les connaissez pas. Parce que il y a beaucoup de Togolais qui sont très, je ne sais pas comment dire, qui ont
qui sont toujours dans les fêtes, tout ça là. Il faut faire très, très, très attention. Si vous savez que vous êtes quelqu'un d'engagé, il faut faire très attention. Parce que le seul moyen, le plus facile qu'ils peuvent utiliser contre vous, c'est l'empoisonnement. S'ils connaissent vos fréquentations, vous vivez avec des Togolais, vous êtes quelqu'un qui buvez partout, qui fait la compagnie des gens, ça, ils peuvent vous avoir facilement. Donc, ils sont là à appeler des gens pour glaner des informations. Celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? C'est quoi? Quelles sont ses fréquentations? C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'ils ont compris qu'une grande partie de ceux qui les emmerdent sont dans la diaspora. Et ces gens-là sont tellement écoutés au pays. Donc, ils veulent faire taire les gens. Donc, la grande partie de ces gens-là qui sont dans la diaspora, eux-mêmes, ils disent que non, il faut revenir sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec la magie de l'Internet, nous sommes 15 000 qui sont connectés, nous sommes presque 6 000 qui sont connectés sur TikTok et puis sur Facebook. C'est beaucoup de gens qui suivent ce live, sans compter ceux qui sont en groupe et qui suivent. Et les gens sont suffisamment éclairés. Au sein de Unir, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que chaque jour qu'ils font un pas, les lives que nous faisons viennent déconstruire ce qu'ils font. Donc, ils n'ont plus de crédibilité. C'est eux-mêmes qui le disent. Que vis-à-vis des Togolais, ils n'ont plus de crédibilité. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que tous les jours, on décortique ce qu'ils font. Et on informe les Togolais. Et donc, les Togolais sont de plus en plus, je ne sais pas, indifférents vis-à-vis de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ça leur fait très mal. Donc, la seule solution qu'ils ont, au lieu de régler les problèmes, c'est de penser tuer les gens. Vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Hein. Votre régime, c'est vrai que vous êtes venu dans le sang, mais vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Donc, nous sommes au courant. Faites ce que vous voulez faire. Comme vous êtes dépositaire de la vie des gens, faites ce que vous voulez faire. Et on va voir si vous allez vous en sortir. Autant que vous et vos chefs de renseignement qui font le tour là, vos petits éléments là qui font le tour là, faites ce que vous avez envie de faire. Les services secrets des pays que vous voulez utiliser là, sollicitez-les. Les bandits de l'Europe de l'Est là, que vous sollicitez souvent pour faire vos bêtises là, sollicitez-les. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez appris à tuer les gens, non? Ok. Nous allons saisir toutes les instances dans le monde pour qu'on sache ce que vous êtes. Commonwealth, on va envoyer un courrier. Francophonie, Bruxelles, Parlement européen, partout, commission, partout il y aura des courriers. Département d'État, Maison Blanche. Et les organisations de presse aussi, ils ont leur courrier, ils vont aussi faire leur tour. Et comme ça, le jour où vous allez assassiner quelqu'un, on saura que c'est vous. Vous avez intérêt à le faire, à passer à votre phase d'exécution de votre projet qui est sur votre table. Merci. On va passer à la sûreté. Alors, on va écouter le directeur de la sûreté qui, cette semaine, est sorti sur la TVT pour raconter